sommaire ce matin, reportage au Liban dans un camp de fortune balayé par le vent de l'hiver. Un camp qui abrite des réfugiés syriens, quelques Libanais aussi qui prennent de plein fouet la tempête Joyce et ses bourrasques de neige. Nous serons dans la plaine de Bekaa. Des mercenaires américains à la solde du maréchal Haftar en Libye, chargés de préparer des assassinats de responsables du gouvernement d'union nationale. L'affaire Blackwaters revient sur le devant de la scène avec des révélations du New York Times. En Tunisie, le lancement de la vaccination prend du retard. Prévu initialement pour le 15 février, toujours aucune injection en vue. Seule une loi encadrant la livraison des doses a été votée hier, de quoi provoquer une vague d'indignation nationale. Et voilà plusieurs jours que la tempête Joyce balaye la plaine de Bekaa à l'ouest de Beyrouth, tout proche de la Syrie. Des vents glaciales qui secouent des abris de fortune, des tentes dans lesquelles tentent de survivre des dizaines de réfugiés. Ils sont syriens pour la plupart dans ce camp qui depuis des semaines, voire des mois, voit donc les températures baisser. La tempête et la neige qu'elle a amené les ont laissés dans la plus grande précarité. Akab Elias, reportage signé Clotilde Bigot. Il fait froid, il fait très froid ici à Cobelias. Il y a une trentaine de centimètres de neige et les enfants courent dans la rue sans chaussures. Il y a une centaine de familles dans ce camp où la tempête Joyce a fait de nombreux dégâts, notamment avec la fonte d'une partie de la neige. Nous retrouvons Khalil, il a 80 ans. Il vit avec sa femme de 40 ans et ses deux enfants dans une maison de fortune fermée par un morceau de bois. Lui est originaire des fermes de Sheba et il vit ici depuis 40 ans. Sa femme, Aziza, est syrienne. Elle travaillait auparavant pour subvenir aux besoins de la famille. La situation est très difficile avec le Covid. Il n'y a pas de travail. Avant, je travaillais dehors dans la vallée, mais avec le froid. Khalil, lui, nous raconte alors la tempête et ses dégâts sur leur maison. Il y avait de l'eau partout. Il y a une source d'eau plus haut et tout a été déversé sur nous. À quelques mètres de là, Fawaz, ses deux femmes et ses 6 enfants vivent avec leurs frères et leur famille. Lui ne travaille plus avec la situation et le froid rend tout beaucoup plus difficile. Nous ne pouvons rien acheter, juste de la nourriture. Même Beyrouth est fermée avec tout ça. Avec le Covid, il n'y a pas de travail. Aujourd'hui, de nouvelles chutes de neige ont encore bloqué la route pour rejoindre le camp et ses habitants se retrouvent encore plus isolés qu'auparavant. Cobelias, Clotilde Bigot pour Média. Le Liban, c'est aussi ses espoirs de produire le vaccin russe Sputnik V, le pays dans l'attente du feu vert de Moscou pour s'attaquer lui-même à la production du vaccin, alors que la Russie privilégie les collaborations de production avec plusieurs pays plutôt que de tout produire sur son sol et d'exporter ensuite le sérum. Le Sputnik V est désormais utilisé par plus d'une vingtaine de pays dans le monde, dont l'Algérie dans notre région. Dans le même temps, la Russie est en passe d'homologuer son 3e vaccin, le Coronavac, qui arrive à la fin de ses essais cliniques et pourrait être commercialisé dès le mois de mars. Mais si la Russie est le seul pays pour l'instant à avoir développé 3 vaccins, il est confronté, ce pays, à de multiples obstacles. L'infectiologue Jacques Cohen. Le point faible qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre leur population d'être largement vaccinée en adénovirus. Ils ont promis de l'exporter, mais ils ont du mal à faire une production en grosse quantité. Ils ont proposé aux Occidentaux de le faire avec eux, et Macron a laissé tomber. Angela Merkel a dit oui, mais il y a un mois, alors que Poutine l'avait proposé à Macron fin septembre, début octobre. Ça nous aurait donné une grosse avance de le développer en commun. Sur l'efficacité des vaccins, maintenant, le ministère israélien de la Santé affirme que l'injection de 2 doses du sérum de Pfizer-BioNTech est efficace à 95,8%, annonce au moment où l'on débat à l'international sur l'utilité des doubles doses de certains vaccins, alors qu'une seule pourrait suffire. La firme américaine Johnson & Johnson travaille actuellement à l'élaboration d'un vaccin à injection unique. Dans notre région, le Maghreb, la campagne de vaccination se poursuit au Maroc, lancée il y a un peu plus de 3 semaines. 2 447 000 personnes ont reçu la première dose. 13 476 la seconde. Alors en Tunisie, par contre, on peine à voir le lancement de cette fameuse campagne de vaccination. Il était initialement prévu ce lancement le 15 février, reporté ensuite à une date encore non définie. Un scénario bancal, loin d'être au goût des Tunisiens, indignés que la campagne n'ait toujours pas débuté dans le pays. Seul signe encourageant, ce vote hier d'une loi encadrant la livraison et la réception des doses. Quant à une date de lancement, aucune information pour l'instant. De quoi scandaliser la société civile. Tunis, Mathias Reynal.
L'État tunisien, seul responsable en cas de complications dues au vaccin, il devra prendre en charge les dédommagements. C'est tout l'objet de cette loi, votée ce vendredi au Parlement. On est obligé d'adopter ce projet de loi pour poursuivre le processus de vaccination. Mais pourquoi cela a tant tardé ? Yamina Zorlani est députée du parti Ennahda. Quand elle prend la parole, sa colère va crescendo. On ne peut pas aujourd'hui faire porter toute la responsabilité sur le ministre de la Santé. Donc la solution maintenant, c'est que messieurs le président et le chef du gouvernement se réunissent et trouvent une solution pour les Tunisiens, qu'ils rassurent les Tunisiens. Cet élu islamiste qui brocarde les plus hautes institutions de son pays alors même qu'Ennahda fait figure de principal soutien de la coalition au pouvoir. C'est dire si cette affaire de vaccin dépasse les clivages politiques. Sommé de s'expliquer, le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi, apparaît complètement perdu. Au total, on va recevoir 8 800 000 doses pour vacciner 5 millions de Tunisiens. Mais on ne peut pas annoncer de date précise. Comme vous le savez, le monde entier se plaint du non-respect par les laboratoires des délais de livraison. Toujours pas de calendrier, une campagne de vaccination reportée mais sans plus d'indications. La Tunisie creuse son retard par rapport à ses voisins régionaux. À Tunis, Mathias Reynal pour Midi 1. Les Tunisiens qui doivent eux aussi faire face aux variants du coronavirus. Au moins 2 personnes ont été testées positives à un nouveau variant dans le Grand Tunis hier. Une souche similaire avec les variants britanniques et sud-africains. Les premiers tests en laboratoire ne pointent toutefois pas vers une forme plus dangereuse du virus. La Libye maintenant et ses accusations de violation de l'embargo sur les armes imposées par l'ONU. Le New York Times et le Washington Post ont dévoilé hier une série de documents confidentiels impliquant clairement la société américaine de sécurité privée Blackwater dans l'envoi d'armes et de mercenaires en soutien au maréchal Haftar. Son patron, Eric Prince, aurait orchestré les opérations. Abderrahmane Mekawi est spécialiste de la Libye. On peut dire que c'est une petite armée privée qui a réalisé pas mal d'opérations en Irak et au Moyen-Orient et dans d'autres théâtres d'opérations. C'est une société qui est fondée par un partisan de l'ex-président américain Donald Trump, monsieur Eric Prince. Et c'est une société qui est impliquée dans plusieurs scandales, soit en Irak, soit au Moyen-Orient en général, en Afghanistan, au Yémen et maintenant en Libye. Donc c'est une société qui a plus de 30 000 hommes très bien payés, qui comprend des anciens militaires américains et d'autres mercenaires. Et c'est une société qui ne respecte ni loi ni foi. Abderrahmane Mekawi au micro de Nemo Ampis. C'est une exploitation minière qui fait tache en Algérie, dans la région de Béjaïa. Les autorités ont décidé de relancer un projet d'exploitation minière. Il suscite beaucoup de craintes de la part des habitants. Les précisions de David Labo. Et ce projet a tout du serpent de mer. Cela fait près d'une 40aine d'années que ce site a été découvert, mais de retard en abandon, l'exploitation n'a jamais commencé. Voilà qui devrait changer. Le permis d'exploitation a été confié à un conglomérat chinois et australien. Le lancement des travaux est censé démarrer avant l'été pour un début d'exploitation en 2024. Le problème, c'est que ce projet est très loin de faire l'unanimité. Le gisement est riche en zinc et en plomb. Dans les 2 cas, les sérieux dangers sur la santé des enfants en particulier et sur l'environnement sont parfaitement identifiés, et cela depuis bien longtemps. Alors beaucoup d'habitants crient au fou, car cette mine est loin de se trouver dans un endroit désert. Elle est adossée à la commune de Tala Hamza, 12 000 habitants, terre traditionnellement agricole, cadre bucolique, un paysage fait de vergers, d'oliviers centenaires et d'élevage de moutons. À 15 km seulement, Béjaïa. Là, ce sont plus de 200 000 habitants. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ce projet se trouve également à 2 pas du parc national de Gouraya, réputé pour ses espèces rares d'animaux et de plantes terrestres et aquatiques. Un parc classé par l'UNESCO comme réserve mondiale de biosphère. David Labo, les Nigériens sur le chemin des urnes aujourd'hui, 7,5 millions d'électeurs qui doivent choisir leur président. Second tour sur le ring, 2 routiers de la politique nigérienne, l'ex-président Mahaman Ousmane, principal opposant. Face à lui, Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, ex-ministre de l'Intérieur. Il est donné grand favori. Un scrutin aux airs inédit au Niger puisqu'il marque la toute première transition pacifique entre 2 présidents démocratiquement élus. Eh oui, dans ce pays où l'histoire
L'histoire est marquée par des coups d'État. 7,5 millions de personnes appelées aux urnes. Au total, 26 000 bureaux de vote qui ouvriront à 8 heures ce matin. Nous reviendrons évidemment dans nos éditions de la journée sur ces élections à venir. Donc d'ici une vingtaine de minutes, elles vont commencer au Niger. Merci Wilfried de Villers, un peu plus de 7h40. Et puis ce matin, donc il y a des élections au Niger, mais il y a aussi d'autres choses à dire, notamment du tennis, j'imagine, avec cette finale de l'Open d'Australie. Mais tout ça, on en parle tout de suite dans Sport Matin avec Alice Alaeddine. Bonjour Ali. Bonjour Nathan. Alors pour commencer le football ici au Maroc, on disputait hier 3 rencontres de la journée de la Botola, une journée qui a permis à l'Olympique de Safi de grimper à la 3e place au classement général. Oui, l'Olympique de Safi s'invite sur le podium. La formation de l'OCS a réussi la bonne opération de cette 7e journée. À la clé, un succès 3-1 face au Maghreb de Tétouan au Grand Stade de Tanger. Grâce à ce succès, l'OCS donc se hisse provisoirement de la 7e à la 3e place avec un total de 11 points engrangés en 3 victoires, 2 nuls et autant de défaites. De son côté, le Maghreb de Tétouan est toujours 8e avec 7 unités ex-aequo avec le Youssoufia de Barchid. Pour sa part, le FUS de Rabat s'est incliné à domicile face au Youssoufia de Barchid. Les locaux ont ouvert le score dès la 6e minute de jeu et l'équipe adverse est revenue au score à la 51e. Et alors que la rencontre s'acheminait vers un score de parité, les visiteurs ont arraché une victoire méritée dans les derniers souffles de la partie. Au terme de cette rencontre, Barchid se hisse à la 4e position au classement avec un total de 10 points ex-aequo avec la Renaissance sportive de Berkane et l'Ittihad de Tanger. Derrière, le club de la capitale stagne à la 10e position. Aujourd'hui, suite de cette 7e journée, 3 matchs sont au programme. La Renaissance sportive de Berkane affronte le Shabab d'Al Mohammedia à 15h. Le Rapid Ouazzam affronte le Difad Jadida. Enfin, à 19h30, le Maghreb de Fès reçoit l'équipe du Hassania d'Agadir. Et puis toujours en Afrique, assure aujourd'hui la rencontre des 32e de finale, retour de la Coupe de la CAF. 2 formations marocaines sont concernées. D'abord, le Raja de Casablanca tentera de conserver son but d'avance obtenu à l'aller face aux Tunisiens de l'Union de Monastir. Coup d'envoi du match à 14h. Et puis à 20h, le TAS de Casablanca, pensionnaire de 2e division et vainqueur de la dernière Coupe du Trône, devra réaliser une remontada face aux Zambiens d'Enkana, vainqueur 2-0 à l'aller. Eh ben, bonne chance à eux. Le football, ça continue avec l'Europe et d'abord l'Italie, où c'est jour de derby à Milan. Oui, c'est sans contexte le choc de la 23e journée de Serie A. L'AC Milan a vu son pire ennemi passer devant, on le sait, après son revers face à la Spezia la semaine dernière. Derrière, il y a eu une petite réaction timide en Coupe d'Europe pour les rossoneri qui ont obtenu un nul de but partout face à l'Étoile de Belgrade. L'Inter Milan reste sur 2 victoires importantes en championnat face à la Fiorentina et la Lazio. Retour sur ce choc qui a enfin repris des couleurs avec Simone Rovera, notre consultant pour le football italien. Un derby qui va donner encore peut-être de l'avantage à l'Inter en tête au classement, qui avec la victoire face à la Lazio a montré vraiment des grandes qualités qu'on avait un peu oublié, surtout physique, surtout dans la puissance de Romelu Lukaku. Ça va être un derby avec des duels intéressants, Lukaku-Ibrahimovic, de Hernandez Hakimi, Andanovic, les plus vieux gardiens de la Serie A, avec Donnarumma, les jeunes qui est peut-être destiné à devenir les plus grands gardiens du monde. C'est un derby qui depuis des années n'était pas si important. Aujourd'hui, il y a l'Inter qui a, je dis pas match point, un match point pour les titres, mais quelque chose de très similaire. Une victoire de l'Inter, un avantage de 4 points avec un calendrier en descente, on peut dire, jusqu'à la fin de la saison. Ça pourrait être un gros avantage pour l'équipe d'Antonio Conte. Et le coup d'envoi de ce derby milanais est à suivre à 15h. Et en Allemagne, le Bayern a chuté. Le leader du championnat s'est logiquement incliné sur la pelouse de l'Eintracht Francfort 2-1 lors de la 22e journée. Kamada et Younes ont permis aux locaux de prendre les devants. Lewandowski a inscrit le but bavarois. Derrière, le Borussia Dortmund a conclu une semaine de rêve après s'être imposé sur la pelouse du FC Séville en Ligue des Champions. Les jaunes et noirs ont écrasé Schalke 04 ou 4-0. C'est comme vous voulez. En tout cas, la semaine a été parfaite pour le Borussia Dortmund. Et puis en Angleterre, Liverpool va mal. Les Reds sont à nouveau perdus en Première Ligue. Une défaite 2-0 face à Everton. C'est déjà la 7e défaite des hommes de Jürgen Klopp en championnat. Les Reds sont actuels 6e. Et puis aujourd'hui, place au choc entre le leader Manchester City et Arsenal. Quelle drôle d'idée de mettre un numéro dans son nom de club quand il y a des résultats qui suivent. Bonne chance à nous les journalistes sportifs. Enfin, à vous, pas à moi. Allez, du tennis.
tennis, enfin à suivre ce matin, Ali, la finale de l'Open d'Australie. Ça y est. Oui, l'édition de 2021 de l'Open d'Australie connaîtra son dénouement avec une finale de rêve sur le papier entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev.